En Afrique, la situation est confuse. Au Bénin, ex-État du Dahomey, c'est ce matin très tôt qu'un DC-8 a débarqué des mercenaires sur l'aéroport de Cotonou. Dès le début de l'attaque, le président du Bénin a lancé des appels à la radio. Il a demandé aux militants révolutionnaires de prendre les armes pour soutenir l'armée qui affrontait déjà les mercenaires. Mon commandant, proclamation, référez-vous à la proclamation, ce que nous avions dit, c'est vrai. Le 10 décembre 1969, le Dahomey traverse déjà une période extrêmement sombre de son histoire. Depuis son indépendance obtenue en 1960, le jeune État africain semble incapable de trouver une véritable stabilité politique. Les gouvernements tombent les uns après les autres, les rivalités régionales divisent profondément le pays et l'armée commence progressivement à prendre une place centrale dans la vie politique. En moins de 10 ans, plusieurs coups d'État éclatent, plongeant la population dans l'incertitude permanente. À cette époque, 3 grandes figures dominaient totalement la scène politique dahoméenne, Hubert Maga, Souroumigan Apiti et Justine Aomadegbe. Chacun représente une région, une influence et un réseau politique bien précis. Au fil des années, leurs rivalités deviennent le symbole même des divisions internes du pays. Pendant que ces hommes se disputent le pouvoir, la situation économique se dégrade de plus en plus. Le chômage augmente, les tensions sociales grandissent et la population commence à perdre confiance dans les élites politiques. Face à cette instabilité chronique, l'armée décide une nouvelle fois d'intervenir. Après un autre coup d'État, un système inédit est mis en place. Un conseil présidentiel tournant composé des 3 principaux leaders politiques du pays. Le principe est simple, chacun exercera la présidence pendant 2 ans avant de céder sa place au suivant. Une solution censée calmer les tensions et éviter une nouvelle crise politique. Hubert Maga ouvre la marche. Puis vient le tour de Justine Aomadegbe en 1972. Mais très rapidement, les espoirs de stabilité s'effondrent encore une fois. Beaucoup de militaires considèrent que ce système ne résout absolument rien. Pour eux, les mêmes hommes continuent simplement à se partager le pouvoir pendant que le pays s'enfonce davantage dans le chaos. Le 26 octobre 1972, un groupe de jeunes officiers décide alors de passer à l'action. Parmi eux se trouvent Janvier Assogba, Michel Aikpe, Alphonse Ali, mais surtout un officier encore peu connu du grand public, Mathieu Kérékou. Ce jour-là, l'armée renverse Justine Aomadegbe sans grande résistance. Le Dahomey vient de connaître son 5e coup d'État depuis l'indépendance. Après privilégié avec Paris et avec les grands réseaux de la France-Afrique. Le Dahomey faisait clairement partie du pré-carré français en Afrique de l'Ouest. Mais avec Kérékou, les choses prennent une direction totalement différente. En 1974, il annonce officiellement l'orientation marxiste-léniniste du régime. En pleine guerre froide, cette décision provoque immédiatement une onde de choc. Le Dahomey commence alors à se rapprocher du bloc de l'Est, notamment de l'Union soviétique, de Cuba, de la Libye et de la Corée du Nord. Pour les puissances occidentales, cette décision est extrêmement préoccupante. À cette époque, l'Afrique est devenue un véritable terrain d'affrontement idéologique entre les États-Unis et l'Union soviétique. Chaque camp cherche à gagner de nouveaux alliés sur le continent. Voir un pays d'Afrique de l'Ouest basculer vers le communisme inquiète fortement Paris et Washington. En 1975, Kérékou va encore plus loin. Il décide de changer le nom du pays. Le Dahomey devient officiellement la République populaire du Bénin. Ce changement n'est pas seulement symbolique. Il marque une rupture complète avec l'ancien système politique et avec l'influence française traditionnelle. Très rapidement, Kérékou devient un dirigeant qui dérange. Son discours révolutionnaire, ses critiques contre l'impérialisme et sa volonté d'affirmer une certaine souveraineté africaine inquiètent plusieurs chefs d'État alliés de la France. Dans l'ombre, des tensions commencent à apparaître. Certains dirigeants africains craignent que le modèle révolutionnaire béninois ne donne des idées à leur propre population. Pendant ce temps, les réseaux de la France-Afrique restent extrêmement actifs. Même après le départ officiel de Jacques Foccart, considéré comme l'architecte principal de la politique africaine de la France, plusieurs réseaux continuent de fonctionner discrètement pour défendre les intérêts français sur le continent. Puis arrive le 16 janvier 1977. Ce dimanche matin-là, Cotonou dort encore presque entièrement. Les rues sont calmes, l'air est paisible et rien ne laisse imaginer qu'une opération militaire secrète est sur le point de commencer. Vers 7 heures du matin,
un avion atterrit brusquement sur l'aéroport de Cotonou sans aucune autorisation officielle. À son bord se trouvent près d'une centaine de mercenaires lourdement armés. Parmi eux, des Européens mais aussi plusieurs Africains recrutés spécialement pour l'opération. Leur objectif est extrêmement clair, renverser, voire éliminer physiquement le président Mathieu Kérékou. À la tête de cette opération se trouve un homme dont le nom fait déjà trembler plusieurs pays africains, Bob Denard. Ancien militaire français devenu mercenaire, Bob Denard est impliqué dans de nombreuses opérations clandestines sur le continent africain. Il a participé à des coups d'État, à des guerres secrètes et à plusieurs missions soutenues discrètement par certains États. Pour beaucoup, Bob Denard représente parfaitement la face sombre de la France-Afrique. Le plan de l'opération est soigneusement préparé. Dès leur atterrissage, les mercenaires prennent rapidement le contrôle de l'aéroport. Ensuite, ils se divisent en plusieurs groupes. La première colonne doit s'emparer de la radio nationale afin de contrôler l'information et annoncer la chute du régime. La deuxième colonne doit attaquer le palais présidentiel afin de neutraliser Mathieu Kérékou et installer un nouveau dirigeant à la tête du pays. La troisième colonne doit prendre le contrôle du camp militaire de Guézo, où sont stockées les principales armes et munitions de l'armée béninoise. Le plan semble parfaitement organisé. Les assaillants pensent probablement que l'opération sera rapide et que le régime tombera en quelques heures. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Très rapidement, les soldats béninois présents à l'aéroport ouvrent le feu et donnent l'alerte. La nouvelle se répand immédiatement dans la capitale. Mathieu Kérékou est réveillé en urgence et comprend très vite qu'il ne s'agit pas d'une simple attaque isolée. Il rejoint rapidement la radio nationale et prononce un message historique adressé au peuple béninois. Dans son discours, il appelle les citoyens, les militaires et tous les défenseurs de la révolution à résister contre cette agression qu'il présente comme une attaque impérialiste étrangère. Son appel agit comme un véritable électrochoc. En quelques minutes seulement, des soldats se mobilisent dans plusieurs quartiers de Cotonou. Les gendarmes, les membres de la garde présidentielle et même certains civils prennent les armes pour défendre la ville. Mais un autre élément inattendu va jouer un rôle important dans cette bataille. Des soldats nord-coréens présents au Bénin dans le cadre d'accords militaires avec le régime de Kérékou participent également au combat. Très vite, des échanges de tirs éclatent dans plusieurs zones stratégiques de la capitale. Les combats deviennent extrêmement violents. Les mercenaires disposent d'armes modernes et d'un plan bien structuré, mais ils sont surpris par la rapidité de la riposte béninoise. Dans plusieurs quartiers, la population commence à comprendre qu'une attaque étrangère est en cours. La colère monte rapidement. Beaucoup voient cette opération comme une tentative d'humiliation nationale. Pendant plusieurs heures, Cotonou se transforme en véritable zone de guerre. Des civils perdent la vie. Plusieurs soldats béninois sont tués. Des étrangers présents dans la ville sont également blessés par les échanges de tirs. Mais malgré leur préparation, les mercenaires commencent progressivement à perdre du terrain. Après environ 3 heures de combats intenses, l'opération tourne au désastre. Les assaillants sont repoussés et forcés de battre en retraite dans le chaos le plus total. Certains tentent de rejoindre l'aéroport, d'autres abandonnent leur matériel en pleine fuite. Ce qui devait être un coup d'État rapide devient un échec humiliant. Mais le plus surprenant se produit après les combats. Les mercenaires organisent alors un repli précipité vers l'aéroport dans l'espoir de quitter le territoire au plus vite. Dans la panique, les premiers hommes embarquent à bord de l'avion à hélice sans même attendre les autres. Plusieurs mercenaires blessés sont abandonnés sur place, livrés à eux-mêmes au milieu du chaos. Parmi les assaillants, un seul survivant sera capturé vivant, le Guinéen Bah Alpha Oumarou. Plus tard, il raconte la scène en déclarant « Lorsque l'avion est parti, je suis allé me cacher dans un buisson. J'avais encore mon fusil et plusieurs chargeurs sur moi. Puis, quand les soldats sont arrivés, j'ai calmement levé les bras. Ils étaient environ 7. » Son témoignage deviendra un élément clé pour comprendre les coulisses de cette opération et identifier les personnes impliquées dans cette tentative de coup d'État. Dans leur fuite précipitée, les mercenaires abandonnent plusieurs éléments extrêmement compromettants. Les autorités béninoises récupèrent des armes, des documents confidentiels et même un mercenaire vivant capturé sur place. Parmi les objets retrouvés figure une caisse contenant des informations très sensibles sur l'opération. Les enquêteurs découvrent alors plusieurs noms, des plans détaillés et différents éléments permettant de remonter progressivement jusqu'aux organisateurs de l'attaque. Très rapidement, plusieurs pistes convergent vers un même pays, le Gabon d'Omar Bongo. Mais au fil des investigations, les autorités béninoises comprennent que le Gabon n'est probablement qu'une partie d'un réseau beaucoup plus vaste. L'opération Crevette,
comme elle sera appelée plus tard, semble être le résultat d'une alliance secrète entre plusieurs États hostiles au régime de Kérékou. La France apparaît rapidement au centre des soupçons. À cette époque, Paris voit très mal le rapprochement du Bénin avec le bloc soviétique. Pour certains responsables français, laisser un pays d'Afrique de l'Ouest basculer totalement dans le camp communiste représente un danger stratégique majeur. Mais d'autres pays auraient également participé à l'opération. Le Maroc, par exemple, aurait soutenu discrètement l'attaque en raison du soutien affiché par Kérékou au front Polisario dans le conflit du Sahara occidental. Le Gabon d'Omar Bongo aurait servi de base logistique pour préparer l'opération. Le Togo de Gnassingbé Eyadema et la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny sont également régulièrement cités dans plusieurs témoignages et enquêtes liées à cette affaire. Peu à peu, l'opération Crevette devient l'un des plus grands scandales géopolitiques de l'époque. Les enquêtes révèlent que Bob Denard aurait reçu plusieurs centaines de milliers de dollars pour organiser le coup d'État. Les mercenaires auraient été recrutés discrètement sous de fausses identités avant d'être entraînés au Maroc puis transférés vers le Gabon. Le plus choquant reste le plan prévu après la prise du pouvoir. Si l'opération avait réussi, les nouveaux dirigeants installés à Cotonou devaient utiliser l'argent de l'État béninois pour payer les mercenaires ayant participé à l'attaque. Après l'échec de l'opération, une mission d'enquête internationale est envoyée au Bénin. Plusieurs rapports concluent à l'implication de réseaux étrangers dans cette tentative de renversement du régime. Pour beaucoup d'Africains, cette affaire devient l'un des symboles les plus marquants de la France-Afrique et des méthodes utilisées pendant la guerre froide pour contrôler certains pays africains. Mais au-delà de la politique internationale, cette histoire révèle aussi quelque chose de beaucoup plus profond. Malgré les divisions internes, malgré les tensions politiques et malgré les nombreuses crises traversées depuis l'indépendance, les Béninois ont réussi à s'unir face à une menace extérieure. En quelques heures seulement, une population divisée a trouvé la force de défendre sa souveraineté nationale contre une opération pourtant soigneusement préparée. Le financement de l'opération aurait dépassé $1 million. Bob Denard aurait recruté ses hommes sous de fausses identités, utilisant des noms d'emprunt pour masquer son implication directe. Les mercenaires auraient été entraînés au Maroc avant d'être transférés au Gabon, point de départ de l'attaque. Le plus choquant reste sans doute la suite du plan. Si le coup d'État avait réussi, les nouveaux dirigeants installés au pouvoir devaient utiliser l'argent de l'État béninois pour rembourser les mercenaires ayant participé à l'opération. L'opération Crevette restera donc dans l'histoire comme bien plus qu'une simple tentative de coup d'État. Elle symbolise à la fois les luttes d'influence de la guerre froide en Afrique, les réseaux obscurs de la France-Afrique, mais aussi la capacité d'un peuple à résister lorsqu'il estime que son indépendance est menacée. Aujourd'hui, le Bénin reste un pays debout. Un pays qui, malgré les crises, les tensions politiques et les nombreuses tentatives de déstabilisation de son histoire, a toujours réussi à préserver son unité et sa souveraineté. L'opération Crevette reste l'un des épisodes les plus marquants de cette lutte. Une histoire qui montre qu'au-delà des différences politiques, lorsqu'il s'agit de défendre la nation, le peuple béninois sait se lever comme un seul homme. Cette tentative de coup d'État a également révélé les réalités parfois sombres des relations internationales en Afrique durant la guerre froide. Derrière les discours diplomatiques, se jouaient souvent des intérêts politiques, économiques et stratégiques beaucoup plus profonds. Mais malgré la puissance des réseaux impliqués, malgré les mercenaires lourdement armés et malgré l'ampleur de l'opération, le Bénin a résisté. Des soldats, des gendarmes, des civils et même des alliés étrangers présents sur le territoire ont combattu ensemble pour empêcher le pays de tomber. En seulement quelques heures, une attaque pensée pour renverser un régime entier a été repoussée. Et encore aujourd'hui, cette histoire reste un symbole de résistance, de courage et de souveraineté pour de nombreux Béninois. L'histoire de l'Afrique est remplie d'événements méconnus, de combats oubliés et de vérités que beaucoup ignorent encore. Raconter ces histoires, c'est aussi permettre aux nouvelles générations de comprendre le passé pour mieux construire l'avenir. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et surtout à la partager autour de vous pour faire découvrir cette page de l'histoire africaine à d'autres personnes et faire grandir la communauté. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Et à très bientôt pour une nouvelle histoire fascinante du continent africain.